Depuis quelque temps au Gabon, Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, n'a de cesse d'évoquer la question de la diversification de l'économie. Cette diversification de l'économie, qui apporterait un mieux-être aux populations gabonaises, se pose tout de même avec acuité. Pour aborder les questions autour de celle-ci, nous recevons aujourd'hui le ministre gabonais en charge de l'économie et des finances, Jean-Marie Ogandaga, qui a accepté de nous recevoir. L'émission Décryptage démarre maintenant. Nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. Madame, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cette émission Décryptage sur Gabon 24. Je le disais d'entre deux jeux, Jean-Marie Ogandaga est le ministre gabonais en charge de l'économie et des finances et il a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir dans votre somptueux bureau. Merci à vous d'être venu nous voir. Monsieur le ministre en charge de l'économie et des finances, comment se porte aujourd'hui l'économie gabonaise? Vous savez, une question comme celle-là mérite une réponse directe. L'économie gabonaise se porte bien. Et quand je dis elle se porte bien, ce n'est pas pour faire du cocorico, mais tout simplement que les paramètres sur lesquels nous nous appuyons sont des paramètres objectifs. Et ces paramètres ne viennent pas de nous. N'oubliez pas, et ça c'est ce que je voudrais vous faire comprendre d'entrée de jeu, nous appartenons à un espace communautaire appelé la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Et en tant que membre de la CEMAC, il est évident que la CEMAC produit des rapports. Et ces rapports montrent l'état de chaque, non seulement l'état de la région d'une manière générale, mais l'état de chaque pays. Et au vu du dernier rapport qui date du mois de décembre, qui nous montre effectivement que le Gabon a bouclé l'année en beauté, il nous montre des paramètres très importants. Le premier paramètre, c'est le taux de croissance. Nous bouclons l'année avec un taux de croissance de 3,4%. Et ce taux de croissance a été en constante évolution depuis 2017. N'oubliez pas qu'en 2017, nous partons avec un taux de croissance de 0,5 à la suite de contre-chocs pétroliers que nous avons subis en 2016. Et le taux de croissance était quasiment tombé à zéro. Et lorsque nous partons de 0,5 de taux de croissance à 3,4, vous comprenez évidemment qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits, tout en sachant que le secteur pétrolier était en berne, mais s'il y a eu un taux de croissance aussi important, c'est qu'il a été soutenu par quelque chose. Et c'est quelque chose n'est rien d'autre que le produit de la diversification. Et tout à l'heure, vous parlez de la diversification. Voilà déjà la première réponse à la diversification, c'est que grâce à la diversification, le Gabon a pu éviter la récession. Grâce à la diversification, nous avons pu supporter le contre-choc pétrolier et avec le secteur pétrolier qui se redresse, nous arrivons à un taux de croissance de 3,4 aujourd'hui et nous visons pour cette année 2020 un taux de croissance qui irait autour de 4 à 5%. Donc, alors, le gouvernement gabonais parle beaucoup de diversification de l'économie. Cette diversification est-elle réelle? Je vous pose la question d'entre deux jeux parce que nous allons quand même aborder quelques exemples. Monsieur Agaya, si elle n'était pas réelle, nous n'aurions pas aujourd'hui une coque. Quand vous voyez ce qui s'est fait en coque, ça veut dire que nous sommes passés d'un pays exportateur de grumes. Vous-même, vous le voyez chaque fois quand vous alliez à Ovendo. Nous avions d'ailleurs ce qu'on appelait un parc à bois. Et ces parcs à bois, qu'est-ce qu'on trouvait? C'était des grumes. Aujourd'hui, si vous y allez, et moi j'étais là-bas hier, si vous y allez, vous trouverez un hangar qui a une capacité de plus de 30 000 tonnes. Et cet hangar, il n'y a pas de grumes. Il y a le bois débité, le bois prêt qui a déjà subi la première, la deuxième transformation, qui est emballé et qui est dans des conditions d'importation. Et ces importations, c'est le produit de la diversification. Si vous allez en coque, vous allez voir qu'aujourd'hui, le bureau, comme celui sur lequel je suis assis, c'est produit en coque. Les meubles comme ceux que vous voyez dans ces bureaux, c'est produit en coque. Ce qui n'était pas envisageable hier. Ce qui veut dire que la décision que le chef d'État, courageuse, qu'il a prise depuis 2009 et qui a suscité beaucoup de salive et beaucoup de colère pour certains, cette décision courageuse a porté ses fruits. Et aujourd'hui, si nous avons des usines si vous faites la route nationale, vous verrez le nombre de scieries qui se sont installées. C'est le produit de la diversification. Ça, c'est dans le secteur bois. Si vous prenez d'autres secteurs,
Aujourd'hui, nous avons le débarquement des poissons pour la première fois. Si vous allez au port d'Ovendo, il y a le débarquement des poissons et ces poissons, vous pouvez le trouver justement dans les magasins graines. Parlant des graines, voilà justement un produit de la diversification. Aujourd'hui, vous avez, grâce à cet effort, vous avez la diversification qui touche même jusqu'à nos assiettes. Si vous allez au charbonnage, vous verrez un magasin graines, et il y en a un peu partout maintenant dans Libreville, des magasins graines, et qui sont approvisionnés par les produits issus de l'agriculture gabonaise et les produits issus du terroir gabonais. Ce qui veut dire, pour vous donner rien que ces quelques exemples, que la diversification produit ses fruits. Parlons de l'inclusion financière, on en parlera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous regardez vos portables, vous pouvez faire de l'Airtel Money. Pour quelqu'un qui est à Malinga ou qui est à Oyem Habitam, vous pouvez lui envoyer de l'argent à travers votre téléphone, chose qui était impensable il y a quelques années. Et ça, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit justement de la diversification, parce que nous avons mis au Gabon la fibre optique. Et la fibre optique permet justement d'avoir ces types de connexions partout dans le Gabon. Et ça, c'est un bon qualitatif important. Donc voilà, je peux vous énumérer d'autres produits de la diversification, mais la diversification, vous la vivez au quotidien. Aujourd'hui, quand vous regardez les produits informatiques, d'ailleurs, nous sommes ici avec des produits en train d'être filmés avec du matériel de dernier cri, et nous y arrivons grâce à quoi? Justement grâce au produit de la diversification, et que la connexion, la fibre optique, la connexion au réseau téléphonique moderne, et ça, c'est le fruit de la diversification. Je suis tenté de vous demander, Monsieur le Ministre, lorsque vous citez ces exemples pêle-mêle, on a quand même comme une petite impression qui se dégage, c'est que le Gabonais de Mabanda ne ressent pas réellement cette diversification de l'économie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous prendrai au mot, votre bureau, vous l'avez évoqué, naturellement vous êtes ministre de la République au Gabon. Est-ce que le Gabonais de Mabanda pourrait s'offrir un bureau d'une telle qualité, tel que celui que vous avez pour sa petite activité, puisque nous parlerons également Voilà justement ce qu'il ne faut pas dire. Le bureau ici, c'est un bureau ministériel. Si vous allez dans mes services, vous trouverez des bureaux qui sont adaptés à chaque fonction. Et si vous allez à Mabanda, je suis sûr et certain que si vous... Ce serait du bois qui sortirait de la zone... Vous trouverez du bois qui sort des usines et des ateliers d'un coq et qui sont de très bonne qualité. Et la particularité de ces bureaux, c'est que, ou bien de ces meubles, c'est que c'est des meubles faits en bois massif et en bois dur, et ce sont des meubles qui ne se détruisent pas, ou bien qui ne se désagrègent pas au premier déménagement, et même qui résistent à l'eau. Aujourd'hui, prenez les autres meubles, mouillez-les, et le lendemain, vous trouverez quelque chose de boursouflé qui ne ressemble à rien du tout. Mais le bois gabonais, même s'il reste un mois dans l'eau, vous le sortez de là, vous le séchez, et le lendemain, il est comme neuf. Donc ça, c'est du produit que nous avons aujourd'hui dans nos ateliers et qui sont visibles un peu partout. Donc, si vous dites qu'on ne le voit pas, c'est que vous ne vous promenez pas. Question. Vous ne vous promenez pas. Monsieur Agaya, sortons un peu de nos bureaux et allons-y voir les usines, allons-y voir les ateliers. Moi, il m'arrive de sortir quelquefois les samedis, je mets mon jean et je sillonne dans certains quartiers à Libreville. Je vois justement l'activité de nos menuisiers. C'est bois, c'est le bois gabonais. Et cela montre bien le dynamisme de ce secteur qui hier était quasiment invisible. Aujourd'hui, le secteur bois a créé son chemin, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui demandent à acheter du bois gabonais et qui demandent à acheter des produits issus de ces bois. Ce qui prouve bien que ces bois a fait son chemin, non seulement au Gabon, non seulement en Afrique centrale, mais aussi à l'international. Justement, vous parlez de cette diversification de l'économie en vous appuyant beaucoup plus sur le bois. Puisqu'on parle de bois, entre autres, il y a que ce sont des PME qui existent. Qu'en est-il aujourd'hui de ces PME lorsqu'on parle de l'économie gabonaise, leur participation dans l'économie gabonaise? La participation des PME dans l'économie gabonaise est effective pour plusieurs raisons. L'une des choses sur lesquelles le chef de l'État met beaucoup d'accent, c'est que les PME, pour lui, c'est le poumon d'une économie, et l'économie gabonaise en particulier. C'est d'ailleurs pour cette raison, si vous regardez les chiffres que nous sommes en train de mettre en place, il y a un plan pour régler la dette de l'État vis-à-vis des PME.
Pourquoi nous mettons cela en pole position? Ça fait combien d'années aujourd'hui, quand même, lorsqu'on parle de cette dette? Non, la dette intérieure, je ne peux pas vous dire, ça a été depuis 2017. Hein. Là, nous avons pris des chiffres depuis 2017 jusqu'à 2019. Mais vous savez, tout pays vit avec la dette. Le pays qui vous dira qu'il vit sans dette, c'est un pays peut-être qui n'existe pas encore. Mais le plus important est que nous ayons la bonne dette. La dette qui permet d'impulser le développement. La bonne dette, c'est celle qui permet de financer des infrastructures. La bonne dette, c'est celle qui permet de faire en sorte que le changement véritable soit perceptible. Pendant ce temps, les PME souffrent toujours. C'est normal. Vous savez... Pendant qu'elles sous-traitent avec des grandes entreprises qui fonctionnent normalement. Monsieur Agaya, je peux vous dire pourquoi les PME souffrent. C'est parce que les PME n'ont pas la même assiette financière que les grands groupes. Les grands groupes, lorsqu'ils viennent, elles peuvent faire des travaux et attendre 2 ans. Mais vous et moi... Parce que n'oublions pas que la PME, ça peut être une PME personnelle, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être un groupe d'individus qui se mettent ensemble pour produire. Mais nous n'avons pas la même assiette financière. Et c'est pour cette raison que les PME souffrent. Et ça, nous en sommes très conscients. C'est pour cette raison, le chef de l'État nous a instruit et nous a donné le feu vert que lorsque nous commencerons à payer la dette intérieure, et ça, c'est dans quelques semaines, nous avions prévu de la payer. Monsieur le ministre, vous dites dans quelques semaines. Qu'est-ce qui freine réellement le paiement de cette dette intérieure? Monsieur Agaya, nous avons les moyens de payer la dette. Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de dette sans charge. D'accord. Vous êtes monsieur Agaya. Entreprise Agaya a travaillé pour l'administration. Moi, ministre, je donne feu vert pour payer votre dette. Mais à côté, l'entreprise Agaya doit à la CNSS. L'entreprise Agaya doit à la CNAMGS. L'entreprise Agaya doit des impôts. Donc, pour que moi, je puisse vous payer sans que la CNSS, la CNAMGS et les contributions directes, plutôt les impôts, ne se retournent contre moi qui vous ai payé, il faudrait que, lorsque je vous paye en net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous dois 100 francs et que vous devez à la CNAMGS ou à la CNSS, ce sont des contributions obligatoires. Il ne faut pas que moi, en vous payant, que vous ne payez pas la CNAMGS, encore moins la CNSS. Moi aussi, j'ai le devoir de protéger ces organismes de sécurité sociale. Par conséquent, je dois faire en sorte que, en vous payant, que je vous dise, j'ai reçu également de la CNSS et de la CNAMGS et des impôts que vous devez 50 francs. Et sur les 100 francs, moi, je vous paye 50 francs et je fais un transfert vers la CNSS, la CNAMGS et les impôts de 50 francs. Comme ça, vous êtes quitte et personne ne se retourne contre l'État pour que l'État puisse payer ce que vous n'avez pas payé. Voilà pourquoi nous attendons. L'audit de PricewaterhouseCoopers que nous avons commis a déjà rendu ses conclusions. Maintenant, nous attendons que la CNAMGS, la CNSS et ceux-là à qui les entreprises doivent nous envoient les listes et que nous les matchions, nous comparions et que nous vous appelions chacun d'entre vous pour venir reconnaître si c'est vrai que vous reconnaissez cette dette vis-à-vis de la CNAMGS, la CNSS et des impôts et que l'on signe des conventions de paiement définitif de cette dette. Monsieur le ministre, Jean-Marie Ogandaga, on parle d'une dette intérieure, on parle de cette PME gabonaise, 2017-2020, ça fait quand même plus de 3 ans. C'est normal, monsieur Agaya. Vous savez, comment vivent alors ces Gabonais qui travaillent pour ces PME quand on sait qu'aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba fixe le cap en parlant de diversification de l'économie et qu'en face, cette population gabonaise se retrouve en face d'un gouvernement qui semble essoufflé, justement. Non, je ne vous le permets pas. Non, monsieur Agaya. Ce n'est pas une affirmation, monsieur le ministre. Un gouvernement essoufflé. Qui semble essoufflé. Non, je ne serai pas là en train de vous parler. Est-ce que vous me voyez avec la tête de quelqu'un qui est essoufflé? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ce gouvernement se bat. Mais sachez d'où on vient. Parce que si vous ne savez pas d'où on vient, vous ne saurez jamais où vous allez. Nous venons d'une crise terrible. Et je peux vous dire, M. Agaya, n'eût été l'inventivité du chef de l'État, n'eût été le courage du gouvernement, le Gabon serait rentré en récession comme pas mal de pays d'Afrique centrale. Mais contre vents et marées, le Gabon est resté debout. Et le Gabon a même fait preuve d'être l'une des meilleures économies de l'Afrique centrale. C'est pour vous dire que c'est des choix. Les choix, il fallait d'abord redresser l'économie. Redresser l'économie, c'était quoi? C'était faire en sorte que nous ne rentrons pas en récession. Il fallait redresser tous les paramètres économiques sur lesquels
nous risquons de glisser. Il fallait maintenir le programme avec le Fonds monétaire international. Il fallait que nous payions notre dette extérieure. Et la dette extérieure est la condition de la viabilité d'une économie au niveau international. Maintenant, nos problèmes internes, nous les réglons. Mais je peux même vous dire que la dette intérieure, on ne s'est pas assis. On l'a régulièrement payée, mais on l'a souvent payée, mais pas dans le rythme qu'on aurait pu le faire. Et c'est pour cette raison il y a eu un groupe qui a été créé, qui est le Club Libreville 7. Justement, ça a été créé, vous étiez encore ministre de l'économie à cette époque. Mais nous avons payé. Mais sauf que les paiements n'ont pas été réguliers. Vous savez, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Bien sûr. Lorsque vous avez payé toutes les charges obligatoires, mais en bon père de famille, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des choix, M. Agaya. Vous savez, nous ne faisons pas une économie par rapport à ce que veulent les gens, mais nous faisons par rapport aux moyens que nous avons. Oui. La première chose à faire, c'est de faire en sorte que les grandes structures de l'État restent debout et que nous puissions rentrer à meilleure fortune. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je vous le dis et je vous le garantis, nous allons payer toute la dette. Au départ, nous voulions payer seulement la dette des entreprises, c'est la dette de moins de 100 millions. Mais en révisant notre copie, nous payerons au-delà de 100 millions. Ce qui veut dire que c'est déjà un gros effort qui va être fait. Et au moment où je vous parle, nous avons déjà mis de côté les sommes qu'il faut pour désintéresser toutes les entreprises, les PME justement, parce que nous avons fait le choix de payer les PME en priorité. Donc, vous rassurez les Gabonais qui vous regardent que cette dette intérieure, surtout en ce qui concerne les PME, sera régularisée. Je vous ai dit, Monsieur Agaya, la parole d'un gouvernement doit être respectée. Et surtout que cette parole nous a été soufflée par le chef de l'État, qui nous a dit « rendez au moins visible l'action du gouvernement ». Et rendre l'action visible du gouvernement, c'est d'abord, vous savez, quand on se désendette, c'est qu'on devient plus riche. Et pour nous, il est important de donner un souffle nouveau à nos PME. Et c'est pour cette raison que le choix s'est porté sur les PME. Et ce travail est en train d'être achevé et nous allons commencer les règlements d'ici quelques semaines. Et je ne peux pas vous dire quelques jours, même si je vous dis quelques jours, 30 jours c'est un jour, mais les gens vont dire que c'est 1 ou 2 jours. Non, j'ai dit d'ici quelques semaines, nous allons payer une fois que nous aurons terminé le travail dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire qu'en revenant à meilleure fortune, nous sommes conscients que si nous voulons relancer notre économie, nous ne pouvons le faire qu'à travers les PME, parce que ce sont ces PME qui créent des emplois et qui sont ces PME qui créent de la richesse. Personne ne peut ignorer cela. C'est pour cette raison que l'accent doit être mis sur les bonnes PME, parce que toutes ne sont pas vertueuses. D'accord. Alors, nous n'allons pas leur pointer du doigt, monsieur le ministre gabonais en charge de l'économie et des finances. Je n'oserais pas, mais j'ai dit les bonnes Parlons PME. du déficit des finances publiques. Où en est la situation sur ce plan? Déjà, il n'y a pas de déficit de finances publiques. C'est une question. Justement, c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y en a pas. Et je vais vous dire pourquoi. D'accord. Les finances publiques, d'une manière générale, c'est l'ensemble des opérations que fait l'État, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et qui concernent l'État. Mais parler de déficit, c'est dire que nous n'avons pas grand-chose. J'ai dit non. Il y a des pans où nous avons des déficits. Le déficit que nous avons peut être budgétaire. Mais ces déficits budgétaires, il est comblé soit par une amélioration dans le recouvrement des recettes, et c'est le travail que nous faisons. Vous savez bien que nous avons mis un accent particulier sur les recettes intérieures, notamment l'amélioration des recouvrements avec la douane et l'amélioration des recouvrements au niveau des impôts. Et vous savez bien que nous venons de mettre en place au niveau de la douane un nouveau système de recouvrement des recettes par le truchement de Sidonia World, qui est un logiciel qui a été mis en place avec l'aide de nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, avec la CNUSED, et que l'objectif pour nous est de réduire justement ces déficits intérieurs. L'objectif pour nous est de faire en sorte qu'on s'endette moins en devenant un peu plus riche par le truchement de nos propres moyens. Est-ce que ce logiciel, vous me permettrez de l'appeler comme ça, ce mécanisme mis en place, Sidonia World, est directement lié justement aux administrations qui s'occupent d'encaisser les sous qui viennent de ce secteur-là? On a comme l'impression que c'est un mécanisme mis en place. Il facilite, d'accord, l'enregistrement pour les opérateurs économiques, mais après, sur les questions de financement,
il n'y a pas de suite. Déjà, je vais vous surprendre, M. Agaya. On ne change pas un système pour le plaisir. D'accord. On change un système parce qu'on vise un but clair, c'est l'amélioration. Et notre objectif, c'est l'amélioration du recouvrement de ressources internes. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que nous allions nous endetter? C'est parce qu'il y a un problème réel au niveau du recouvrement de nos ressources internes. Et Sidonia Ward vient donner ici une réponse. Vous savez, dès l'instant où vous saisissez une opération à la douane, automatiquement le trésorier voit l'opération. Alors que par le passé, lorsqu'on faisait une opération à la douane, il fallait attendre une journée, voire une semaine, avant que le trésorier ne voie l'opération. Et maintenant, c'est en direct. Si je peux parler en anglais, c'est en live. Donc, ce qui veut dire que si vous saisissez une facture, vous saisissez un manifeste au niveau de la douane au Vendo, tout de suite, le trésorier voit que M. Agaya a fait une importation de 10 millions. Et ce qui veut dire concrètement que on s'attend à ce que M. Agaya vienne payer 10 millions. Et là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez y échapper. Conséquence, de façon directe, nous savons chaque jour, à la fin de la journée, qu'est-ce que la douane a fait rentrer au trésor. Ou bien qu'est-ce qui est supposé rentrer au trésor, parce que ce qui rentre au trésor peut ne pas être perçu le même jour, mais comme nous utilisons des crédits d'enlèvement, ces crédits d'enlèvement, c'est la banque qui doit désormais au trésor. Et le trésor peut faire son plan de trésorerie, le trésorier peut faire son plan de trésorerie sans se tromper. Donc, alors que par le passé, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, nous avons la visibilité en temps réel. Donc, voilà ce qu'apporte le Sidonia World. Sidonia World apporte la transparence, apporte l'efficacité et apporte aussi la confiance que les opérateurs ont vis-à-vis de l'État. Donc, vous voyez bien que c'est une réforme de fond et c'est une réforme qui vient changer et structurellement et même au niveau de la confiance des opérateurs, la confiance que les opérateurs ont vis-à-vis de l'administration. Donc, vous comprenez bien qu'une telle réforme, c'est une réforme majeure. Et c'est une réforme qui mérite d'être appuyée. Et si on peut vous féliciter justement pour Sidonia World, peut-on vous féliciter pour l'e-tax par exemple? Il se dit que certaines grandes entreprises n'accordent pas de la crédibilité à ce mode de paiement. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement, monsieur le ministre? Je ne sais pas qui vous l'a dit, mais celui qui vous l'a dit, soit il est de mauvaise foi, ou bien il ne connaît vraiment pas e-tax. Aujourd'hui, je peux vous dire... C'est une question que se posent certains observateurs de la vie économique gabonaise. Ces observateurs, il faut leur dire qu'ils sont tous invités à rejoindre la plateforme e-tax. Tous. Et au moment où je vous parle, il y a plus de 530 entreprises. Plus de 530 entreprises qui ont adhéré à cette plateforme et qui par la facilité et par l'efficacité et surtout par la fiabilité de ces systèmes, ont préféré y aller plutôt que de continuer à faire des transactions manuelles. Et vous savez, M. Agaya, à terme, l'objectif est justement de passer à une administration zéro papier. Vous avez suivi, il y a une semaine, que nous avons lancé dans ce même ministère une série d'études sur la digitalisation de l'administration. Pourquoi parlons-nous de la digitalisation? C'est parce que, là, je suis heureux de voir que vous avez une tablette. Ce qui veut dire que vous êtes déjà dans la digitalisation et vous êtes déjà dans ce que nous voulons, c'est-à-dire l'administration zéro papier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux types d'individus dans notre pays. Des personnes qui sont très câblées, comme on le dit, comme disent mes enfants, très câblées, c'est-à-dire qui sont à la page, et d'autres qui sont encore dans l'ancienne école. Ceux-là qui sont réfractaires, même à leur propre téléphone, mais la seule chose qu'ils utilisent dans le téléphone, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Mais à part ça, pour faire des transactions, ils ne veulent pas y aller. Mais sachez bien que ce n'est pas une révolution, mais c'est un changement structurel qui est inéluctable. On ne peut plus revenir en arrière. e-tax est là et e-tax va continuer à s'améliorer et à attirer un nombre important
Mais il y a des grandes entreprises au Gabon qui refusent ce mode de paiement, par exemple. Non, donnez-moi le nom d'une seule grande entreprise qui n'est pas aidant et je la ferai rentrer demain. Je m'abstiendrai de faire de la publicité gratuite. Monsieur le ministre, vous comprenez bien ma question. Non, vous savez, non, ce qui se dit n'est pas souvent vrai. Toutes les grandes entreprises ont adhéré à e-tax. Et ça, je peux peut-être vous surprendre, toutes. Et il y en a même qui m'ont demandé de faire en sorte qu'il y ait la plateforme soit implémentée en dehors de Libreville. Donc vous comprenez bien que si déjà, et vous voyez qu'il y a des entreprises qui sont hors de Libreville, mais qui nous ont dit pourquoi est-ce que vous n'implémentez pas cette plateforme en dehors de Libreville. Et nous leur avons dit, e-tax arrivera, va couvrir l'ensemble du pays. La seule chose qui nous manquait, c'est que dans certaines parties du pays, il n'y avait pas encore la fibre optique. Aujourd'hui que la fibre optique est quasiment dans toutes les provinces, e-tax va aller dans toutes les provinces. Jean-Marie Ogandaga, nous arrivons au terme de cette première partie de cette émission. En quelques mots, c'est quoi un emprunt obligataire pour les Gabonais? Parce que ce sont des expressions souvent utilisées et l'on se pose tellement de questions. Le Gabonais de Kingele, que doit-il comprendre par emprunt obligataire? Que doit-il comprendre? Emprunt obligataire, c'est un coupon. Le Gabon décide d'aller au marché international. Là, il ne s'adresse pas à une banque. Il s'adresse à la communauté financière internationale pour dire, je viens vers vous parce que chez moi, j'ai une économie florissante. J'ai un secteur pétrolier florissant. J'ai une forêt florissante. J'ai des atouts. Je vous demande de m'accompagner dans mon effort de développement. Mais pour cela, je n'ai pas envie de prendre une dette vis-à-vis d'une seule personne. Je vous mets un coupon, ce qu'on appelle un coupon du Gabon. Et ce coupon vaut, par exemple, 5 francs. Est-ce que vous êtes prêt à me donner vos 5 francs et ce coupon, le jour où vous voudrez me le rendre, je vous donnerai 6 francs. Un exemple. Et c'est ça l'emprunt obligataire. Et cet emprunt que nous émettons au niveau du marché international est acheté, est souscrit par beaucoup de personnes. Cette souscription vous amène de l'argent. Et cet argent, vous l'investissez dans des projets pour lesquels vous êtes allé les voir. D'accord. Jean-Marie Ogandaga, je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de l'économie et des finances. Au Gabon, justement, vous nous direz si ces emprunts obligataires ne fragilisent pas l'économie gabonaise. Dans quelques instants seulement, ce sera en deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission Décryptage sur Gabon 24 avec notre invité Jean-Marie Ogandaga, le ministre gabonais en charge de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, nous poursuivons cette émission. Nous parlions il y a quelques instants de l'emprunt obligataire. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que l'emprunt obligataire ne fragilise pas l'économie gabonaise? Bien au contraire, M. Agaya. Déjà, il faudrait qu'on comprenne un principe. Je suis souvent surpris lorsqu'on parle d'emprunt, on ne voit que le mal. Vous savez, un bon père de famille, quand vous allez vous endetter, est-ce que vous allez vous endetter pour aller faire, comme on dit vulgairement, la bamboula? Non. Quand on va s'endetter, c'est pour faire quelque chose de précis. Oui. Je vais construire une maison. Si j'utilise mon salaire, je peux attendre 10 ans avant d'avoir la maison. Et vous faites un coup d'opportunité. Je loue une maison qui me coûte 200 000 francs. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que j'aille m'endetter auprès d'une banque de la place et qui va m'accompagner et au bout de 6 mois, je peux construire la maison, quitte à ce que je rembourse dans 10 ans. C'est un coup d'opportunité. Quand vous faites ces calculs, M. Agaya, c'est ce que fait l'État. L'emprunt ne peut pas toujours être vu comme une mauvaise chose. Et je peux même vous dire, emprunter est même une preuve d'intelligence. Si moi j'ai de l'argent et que je me rends compte que le marché, qu'en allant m'endetter, ça coûte moins cher que d'utiliser mon argent. Qu'est-ce que moi je fais, moi, Ogandaga? Je vais prendre mon argent, je vais le placer et je vais aller prendre votre argent et avec votre argent, je vais faire mes affaires. Et là, je deviens beaucoup plus riche. L'emprunt ne peut pas fragiliser un pays. Il ne fragilise un pays que lorsque cet emprunt n'est pas bien utilisé. Alors, il y a une opération réussie justement sur le plan international, parlons de ces emprunts obligataires. Très bien. Mais à quoi serviront justement les fonds levés? Déjà, la première chose, pourquoi sommes-nous allés sur le marché international?
Le marché international, c'est d'abord une preuve de la confiance que le marché accorde à votre pays. Si vous allez sur le marché international, c'est quelquefois pour aller essayer quelle est ma cote au niveau international. Mais croyez-moi, nous sommes allés en demandant 1 milliard parce que c'est l'autorisation que nous avons obtenue du Parlement. Lever 1 milliard de francs CFA. Mais vous savez combien le marché était prêt à nous donner? 3 milliards et demi. 3 milliards et demi, c'est que si nous voulions 3 milliards et demi, le marché nous accordait 3 milliards et demi. Nous leur avons dit, c'est bien gentil, mais nous n'en voulons qu'un seul. Mais à quoi cela a servi? Cela a servi à racheter notre ancien coupon. Je vous ai dit, nous avons un coupon à l'international. Ces coupons arrivaient à échéance en 2024. Et à partir de 2022, nous risquions d'avoir un problème. Le problème était lequel? C'est que le niveau de remboursement serait très élevé. Or, en allant vers le marché international, en obtenant le milliard, nous avons racheté notre ancien coupon et nous avons émis un autre coupon. En rachetant notre ancien coupon, nous l'avons racheté à un prix bas et nous avons émis un nouveau coupon, mais légèrement plus cher. Ce qui veut dire, en des termes très clairs, c'est que nous avons fait une opération de nettoyage de notre ancienne situation pour avoir une nouvelle situation. Nous avions une date butoir en 2024 avec des remboursements de l'ordre de 500 milliards. Et maintenant, avec le nouveau coupon, nous avions 10 ans de remboursement avec des niveaux de remboursement de 245 milliards. Donc vous comprenez bien que cette opération a permis d'abord de baisser le niveau de remboursement et a permis d'avoir de l'argent frais. Parce que en rachetant notre ancien coupon, nous avons un niveau d'argent frais de l'ordre de 180 millions de dollars. Convertissez en CFA et vous comprendrez ce que nous avons obtenu pour financer des projets que nous avons actuellement en cours ici au Gabon. Au Gabon, on parle toujours de grands chiffres. Vous me permettrez cet étonnement? C'est parce que nous sommes un grand pays. Hein? Justement. Ah bon, et après, on peut également constater, au vu de nombreuses interpellations et arrestations par l'appareil judiciaire, lorsqu'on parle de détournement, que finalement, en étant ce grand pays, il est également facile de sortir de l'argent des caisses de l'État. Mais avant d'arriver sur ce sujet, et bien sûr, je m'interroge, sortir de l'argent sans peut-être l'autorisation du ministre en charge du département des Finances. Mais avant, je m'interroge, ce nouvel emprunt a-t-il une incidence sur le niveau d'endettement aujourd'hui de l'État? Oui, bien sûr. Vous savez, lorsque nous faisons un emprunt, nous ne le faisons que si notre niveau d'endettement nous le permet. Vous savez, je vous ai planté le décor d'entrée de jeu. Je vous ai dit que j'appartiens, moi, ministre de l'économie et des finances du Gabon, le Gabon appartient à un espace économique appelé CEMAC. Et les critères de convergence multilatérale. Dans ces critères de convergence multilatéraux, il y a le taux d'endettement. Et le taux d'endettement autorisé dans l'espace CEMAC, c'est 70% du PIB. Or, le Gabon, nous sommes en deçà de 70%, nous sommes à moins de 56%. Donc, je partais sur le marché avec une confiance des opérateurs parce qu'ils savent que je suis solvable. Ils savent que je ne suis pas au taquet de mon niveau maximum d'endettement. Donc, ce qui veut dire que le premier effet sur l'économie gabonaise, c'est que ça permet à l'économie gabonaise de se réoxygéner. Ça nous permet de ne pas être étranglés par l'ancien coupon qui risquait de nous étrangler si on ne faisait rien. Deuxièmement, c'est la confiance accordée à notre économie. En allant sur le marché, cela permet de donner une visibilité à notre économie. Cela a permis de comprendre que le marché international nous faisait confiance. Et depuis 2017, notre dernière sortie, nous n'étions plus sortis sur le marché international. Et en sortant sur le marché international, nous constatons que malgré le fait qu'il y ait la crise du coronavirus qui menace, malgré que nous allions avec une note Moody's de notation souveraine défavorable, CCA, le marché nous a fait confiance, ce qui veut dire deux choses. Cela veut dire que, et c'est ce qui nous a été dit, que la diversification impulsée par le chef de l'État a porté ses fruits. La politique économique menée par le chef de l'État, nous faisons confiance à ces pays. Donc vous voyez bien que nous allions pour nous endetter, mais nous sortons avec un message clair de la communauté financière internationale qui dit « nous vous faisons confiance, ces pays méritent qu'on l'accompagne ». Et cela veut dire que
la politique que le chef de l'État a impulsée dans ce pays est une politique qui porte ses fruits. Hier, on n'aurait jamais parlé de diversification. Hier, quand le pétrole toussait, l'économie gabonaise s'enrhumait. Aujourd'hui, le pétrole tousse et l'économie gabonaise n'a pas de grippe et l'économie gabonaise se porte au contraire bien. Ce qui veut dire concrètement que nous devons poursuivre, vous devez nous aider à continuer vers ces chemins que nous avons, que le président de la République a tracé pour nous, le chemin de la diversification de notre économie, M. Agaya. Alors, je vous disais en première partie de cette émission qu'il semblerait qu'Ali Bongo Ondimba fixe le cap et en face, il y a un gouvernement qui semble un tout petit peu essoufflé. Comment expliquer, puisqu'on parle de financement, Monsieur le ministre, vous me permettrez, nous ne sommes pas des essoufflés. Comment expliquer, Monsieur le ministre, que de l'argent public sorte des caisses de l'État sans qu'il y ait une véritable traçabilité? Vous êtes aujourd'hui le ministre de l'économie et des finances. Oui. Lorsqu'il y a eu des interpellations dernièrement, vous n'occupiez pas encore cette fonction, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, comment l'expliquer? Doit-on croire qu'au Gabon, il n'y a aucun mécanisme? Monsieur Agaya, déjà, la première chose que vous devez comprendre, c'est que si nous avons facilement vu que l'argent était sorti, c'est parce qu'il y a des mécanismes. Comment pouvez-vous comprendre que vous pouvez me dire, vous savez, c'est à celui qui allègue un fait qu'incombe la preuve, cher ami. Si vous dites... C'est une question. Si vous dites, non, puisque si vous dites que, comment est-ce possible que l'argent soit sorti? Oui, quand quelqu'un va voler, quand quelqu'un va faire un casse, il s'attend à deux choses. Soit on l'attrape et il paye pour sa forfaiture, soit on ne l'attrape pas et à lui, la belle vie. Mais comment est-ce qu'on arrive à savoir que ce téléphone a disparu? C'est parce que la place du téléphone, c'est ici. Dès l'instant où le téléphone n'est plus là, c'est que dans la chaîne de procédure, ce téléphone a été déplacé. Vous me pardonnerez si j'ai heurté votre sensibilité, Pas du tout. C'est difficile. Je vous repose la question autrement. Recommencez, allons-y. Comment cela pourrait s'expliquer que l'argent sorte des caisses de l'État et se retrouve dans des domiciles? C'est facile. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place? Monsieur Agaya, restons dans... Sortons des sentiers battus. Comment l'argent sort? Vous êtes responsable. Oui. Vous êtes habilité à percevoir des deniers publics. Ces deniers publics sont destinés pour faire un chantier. Bon, je vous fais confiance. Et vous signez des actes. Oui. Ces deniers sont mis à votre disposition. Oui. Et vous devez rendre compte. Vous ne rendez pas compte, tôt ou tard, on va vous demander des comptes pour vous dire, Monsieur Agaya, vous avez pris de l'argent pour faire cette émission, mais on n'a pas vu d'émission. Vous avez pris de l'argent pour former des journalistes, personne n'a été formé. Ouais. Tôt ou tard, vous rendez des comptes. Donc les mécanismes de sortie sont réglementés. Vous n'allez pas au trésor prendre de l'argent sans que vous ne signiez un document. Vous n'allez dans aucune banque, sauf aller braquer quelqu'un avec un pistolet, mais ça aussi, la police va vous rattraper. Mais c'est pour vous dire que ce qui sort de manière légale. Mais maintenant, ce qu'on en fait peut ne pas être légal. Donc c'est là où il faudrait que vous compreniez, c'est ce que vous, journalistes, vous devez expliquer aux populations. Et nous sommes là pour parler aux Gabonais. Vous êtes déjà en train de le faire, monsieur. Justement, c'est pour dire que n'ayons pas cette image de dire que quelqu'un est entré dans le coffre-fort de la Banque centrale ou bien le coffre-fort du Trésor, a pris tout cet argent, a mis comme les Dalton. Non, nous ne sommes pas des Dalton. Et en plus, je ne sais pas si ces gars ont existé un jour, mais s'ils ont existé, c'est qu'ils sont, ils étaient vraiment formidables. Et la preuve, c'est qu'ils passaient tout le temps en prison. Donc là, ce qui se passe, c'est que, c'est vrai, c'est de l'argent public, mais c'est pour ces raisons que nous l'avons retrouvé. Si c'était de l'argent privé, on ne l'aurait pas retrouvé. J'en viens à la question qui suit. Je vous ai dit, le judiciaire tient l'administratif en état. D'accord. Tant que le judiciaire n'a pas vidé, c'est pourquoi il a été saisi. Moi, je ne peux pas m'auto-saisir. J'attends qu'il me passe la main pour dire, voilà ce que nous vous remettons, et moi, je fais la comptabilisation. Et je peux peut-être le faire de façon contradictoire. Mais pour l'instant, je vous ai dit, je respecte les lois de mon pays, je respecte les règles de la finance publique, je respecte tout ce qui fonde notre pouvoir. Si vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas la Constitution, si vous ne respectez pas tout ce qui est fait qu'un État soit un État, ce n'est pas la peine qu'on parle de l'État. Donc, nous sommes dans un État de droit. Ça commence par le respect de la présomption d'innocence, 1.
ça commence par le respect des institutions. 2, ça commence par le respect de toutes les règles qui sont prescrites et sur la base desquelles nous gouvernons. Et nous, avec vous, respectons justement les règles établies en République gabonaise, même si étant le 4e pouvoir, qui semble parfois aussi délaissé. Mais monsieur le ministre, en charge de l'économie et des finances, vous n'allez pas mélanger ces pics. Vous n'êtes pas délaissé du tout. Monsieur le ministre. Non, monsieur Agaya, vous n'êtes pas délaissé. La preuve, c'est que, pour voir la force qu'est la vôtre, j'ai suspendu toutes mes activités pour vous recevoir. Merci pour cet honneur. Si j'étais quelqu'un d'autre, vous croyez que j'allais suspendre ma journée pour passer plus de 2 heures d'horloge avec vous sans que je n'ai des considérations pour vous? Non, monsieur Agaya. Merci, monsieur le ministre, pour cet honneur. Nous avons une grande considération pour vous. Alors, j'en viens à la question suivante, monsieur le ministre Jean-Marie Ogandaga. La loi de règlement semble inexistante depuis plusieurs années au Gabon. Cela pourrait se justifier justement par certains détournements publics, puisque nous avons souvent vu des communications de la Cour des comptes, par exemple, de l'Assemblée nationale, allais-je dire, sans qu'il n'y ait de suite. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Vous êtes le ministre en charge de l'économie et des finances. Y a-t-il une loi de règlement qui soit effective chaque année? Waouh, monsieur Agaya, je ne sais pas d'où vous tenez cette information. C'est une question. Mais cette question me fait tressaillir. Si la loi de règlement n'existait pas, vous croyez que la Cour des comptes nous laisserait tranquilles? La loi de règlement existe. D'accord. Mais il se pourrait qu'elle ne soit pas parfaite. D'accord. Mais elle existe. La loi de règlement, c'est une loi de l'exécution du budget ex post. OK? Ex post, c'est une loi de constatation de la façon dont le budget a été exécuté en année N moins quelque chose. Oui. Ça peut être N-1, oui. N-2, N-3, mais les lois de règlement existent. Donc, la preuve, c'est que lorsque je suis allé défendre la loi des finances pour l'année 2020, mais avant de défendre la loi des finances de l'année 2020, j'ai présenté la loi des règlements de l'année 2018. 2017. Donc vous comprenez bien que les lois de règlement existent. Donc ne me dites pas que aujourd'hui on peut savoir où a été envoyé l'argent pour la construction par exemple de la Nationale 1 qui se refait aujourd'hui en 2020 alors que c'est un problème qui date de plusieurs années. Déjà la première chose est de savoir est-ce que vous avez mis de l'argent pour la construction de la Nationale 1? C'est à vous qu'on doit poser la question. Non, justement, moi je vous renvoie la question parce qu'il ne faut pas rester dans les élucubrations. Je vous aide à comprendre ce que les Gabonais, justement, se posent comme question. Je voudrais que les Gabonais sachent que lorsqu'on passe un contrat avec une entreprise qui décide de préfinancer, il n'y a pas d'argent qu'on met dans les caisses de l'État. L'entreprise, quand elle vient, dit, dans le cadre des PPP, partenariat public-privé, je viens construire la route. Quand je viens dans le cadre du PPP, ça veut dire que partenariat d'un public et d'un privé, ça veut dire pour vous apporter de l'argent, moi, État, je vais mettre ma part. Mais cela ne veut pas dire que vous m'apportez de l'argent à moi. Non, vous ne me donnez pas de l'argent. Vous apportez votre argent, quelquefois vous apportez vos engins, tout ce que vous avez, et vous dites, dans ces partenariats, c'est 70-30. Moi, entreprise privée, j'apporte 70% de la somme. Vous, État, vous apportez 30%. Mais si vous n'apportez pas vos 30%, moi, je ne fais pas. C'est une convention. Et à partir de ce moment, si nous tombons tous d'accord, allez, on commence le travail. Et maintenant, si on peut aussi commencer le travail et qu'une des deux parties soit défaillante, ça peut faire arrêter un chantier. Ou bien, si ce n'est pas un PPP, si c'est un marché avec appel d'offres et que ce soit payé sur le budget de l'État, quand le budget de l'État prévoit de faire la route, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent frais. C'est un budget, c'est une prévision. Un budget, M. Agaya, il faudrait qu'on se le dise une fois pour toutes. C'est une prévision de ressources d'un côté et de charges de l'autre. Ce qu'on appelle vulgairement la dépense. Mais quand on fait la prévision des ressources et des charges, imaginez-vous que ce soit en 2014, 2015, 2016 qu'on ait fait la prévision. Avec un baril de pétrole à plus de $70. Patatras, la crise arrive, on tombe à moins de $30. Quelle que soit la prévision que vous faites, M. Agaya, elle ne tient plus. Et imaginez-vous qu'on ait fait ces contrats pour cette route lorsque le baril est à $70
et que la crise étant passée par là, nous tombons à moins de 30 $. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, M. Agaya, un bon père de famille, vous allez sacrifier de certains projets. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la route? Ou bien je préfère acheter des médicaments? Ou je préfère payer des salaires pour les Gabonais qui travaillent et en attendant qu'on revienne à meilleure fortune pour reprendre la route. C'est un peu comme dans votre maison. Si vous avez une maison que vous construisez et que vous perdiez plus de la moitié de votre revenu, qu'est-ce que vous faites? Vous vous ajustez. Vous vous ajustez et vous allez dire, plutôt que de continuer à construire la maison, j'arrête d'abord les travaux et je m'occupe d'abord de l'école des enfants et de payer les médicaments et de payer la nourriture. Vous savez, l'État ne fonctionne pas différemment de nous à la maison. D'accord. Jean-Marie Ogandaga, parlons de la vie chère au Gabon. Vous êtes le ministre de l'économie. Pour beaucoup de Gabonais, la politique du gouvernement en la matière est inefficace. Partagez-vous cet avis? Pas du tout. Vous voyez que j'ai sursauté? Pas du tout, M. Agaya. Vous savez, nous sommes l'un des rares pays, il faut le dire avec force et vigueur. Le chef de l'État a pris à bras le corps la question de la vie chère. Et vous savez, la vie chère, c'est parce que nous dépendons pour beaucoup des produits qui viennent de l'étranger. Mais lorsque le chef de l'État décide d'enlever les droits de douane sur beaucoup de produits qui rentrent dans l'alimentation côtière, sur le poulet, sur la viande, sur les conserves et autres, et que ces produits, l'État ne perçoit plus un seul centime là-dessus. Est-ce que ce n'est pas un gros effort? Quand on parle de la vie chère, et que malgré tout, ces produits, quand ils arrivent au Gabon, vous savez, ces produits ne sont pas fabriqués ici. Il faut les acheter à l'étranger. Et il faudrait que ces produits soient transportés. Et une fois que ces produits arrivent au Gabon, nous disons, plutôt que de prendre des impôts là-dessus, de prendre des taxes, on ne perçoit pas et on les fait rentrer. La question est de savoir, que vous pouvez me demander, est-ce que cette politique est une politique efficace? Nous pouvons vous dire oui et non. Oui, si c'était l'État lui-même qui faisait rentrer des produits et qui les vendait. Or là, c'est l'État n'est pas vendeur. L'État permet que les opérateurs économiques qui ont commandé ces produits et qui les vendent sur le marché gabonais ne payent pas de taxes. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce sont les seuls produits qui rentrent dans le panier de la ménagère? Nous disons non. Nous disons non. Alors, comment faire? Que faire? Que doit faire le gouvernement? Le gouvernement continue de faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire continuer à maintenir les produits avec cette mercuriale sur laquelle l'État ne prend pas de taxes, ni des droits de douane, encore moins des impôts. Et nous continuons maintenant à faire un deuxième travail, c'est celui de faire des contrôles sur le marché. Nous avons mis la direction de la concurrence sur le terrain, nous avons mis les douaniers qui eux-mêmes savent que ces produits, ils n'ont pas perçu un seul centime en droit de douane. Nous les avons mis sur le terrain et beaucoup d'opérateurs ont été verbalisés et continuent de l'être. Donc vous comprenez bien que nous luttons justement contre la vie chère. Mais malheureusement, M. Agaya, est-ce qu'on peut aussi lutter contre la vie chère pour le manioc? Je vous pose la question. Est-ce que nous pouvons lutter contre la vie chère pour la banane? Nous n'allons pas inverser nos rôles. Non, mais justement, c'est pour vous dire, je ne vais pas inverser les rôles, c'est pour vous dire que l'État a fait ce qui était à nous, mais il nous revient à nous Gabonais, et il nous revient à vous et à moi de jouer le rôle aussi, de faire en sorte qu'un bâton de manioc ne me coûte pas 500 francs. Il vous revient aussi le rôle de dire que autant une baguette ne peut pas coûter plus de 125 francs, autant d'autres produits que nous consommons au quotidien ne coûtent pas cher. Regardez aujourd'hui le poisson. Je vous ai parlé de grammes du poisson. Avec 30 secondes, monsieur le ministre. La politique de débarquement de poissons, aujourd'hui, nous avons le poisson qui est débarqué au Vendo et que vous pouvez acheter à 1000 francs le kilo dans les magasins de graines. Est-ce que ce n'est pas un gros effort lorsqu'on sait que le kilo de poisson coûtait à un moment donné plus de 4 000 francs? Alors, puisque vous abordez le sujet, la dernière question en quelques secondes, que doit-on revenir? Surtout parlons de la diversification de l'économie qui est une ambition chère à Ali Bongo Ondimba, le président gabonais. Ce que nous devons retenir pour la diversification, c'est qu'il faut continuer à faire des efforts.
la diversification, nous avons choisi des secteurs porteurs de croissance. Et nous avons choisi également des secteurs à haute valeur ajoutée. Il faudrait que les Gabonais s'investissent dans ces créneaux. Et ce sont ces créneaux qui seront des créneaux de création d'emplois et qui seront des créneaux qui vont booster notre croissance et qui vont nous rendre plus visibles à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des domaines où le Gabon a des forts avantages comparatifs par rapport à d'autres pays. Malheureusement, tous ces secteurs ont subi ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Le syndrome hollandais, c'est celui-là qui fait en sorte que lorsque un pays a le pétrole et le gaz, on a tendance, et même les secteurs et les mines, nous avons tendance à délaisser d'autres secteurs. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai taquiné. Lorsque nous étions jeunes, M. Agaya, manger le riz, c'était un luxe. Nous mangeons le manioc. Aujourd'hui, manger le manioc est devenu un luxe et parce que nous avons été envahis par le riz. Donc pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un effet d'éviction. Donc c'est la même chose que je dis en matière économique. Le syndrome hollandais, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Merci à vous, Jean-Marie Ogandaga. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de l'économie et des finances. Merci de nous avoir reçus. Avec vous, nous avons fait un tour de table sur les questions économiques en République gabonaise, en espérant, bien sûr, que lors du prochain numéro, nous reviendrons sur ces questions que nous n'avons pas abordées. L'exonération, par exemple, on en parle avec Acuité au Gabon, puisque les taxes, sans elles, il est difficile d'avoir une économie également qui se porte bien. Nous vous retrouverons certainement lors du prochain numéro avec vous également, téléspectateurs. L'émission Décryptage se poursuit. Prochain rendez-vous avec un autre membre du gouvernement gabonais, parce qu'il faut bien dire la vérité aux Gabonais. Au revoir.